Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mimi, c'est le numéro 8 du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Hello Antoine, comment vas-tu? Bah écoute, la tempête ne m'a pas transporté sur la Lune, donc tout va bien. Et toi de ton côté? Tu n'as pas été déraciné? Non, ça va, je suis encore bien ancré. Ça a bien soufflé chez nous, mais ça va, pas trop de dégâts. Bon. Bah écoute, en parlant de la Lune, je crois que tu veux nous y amener. En tout cas, c'est peut-être même sur Mars, parce que on aurait découvert un objet insolite. Un nouvel artefact. Bon, alors de toi à moi, Antoine, c'est pas la première fois qu'on découvrirait sur les clichés de la NASA qui nous sont envoyés par les différents rovers qui ont été envoyés sur Mars, des artefacts, des objets insolites. Et là, oui, moi j'ai vu ça sur le site Astro Univers, où en fait l'épave d'un vaisseau extraterrestre aura été découvert. Voilà, sur Mars. C'est l'ufologue taïwanais Scott Waring qui a publié sur son blog cette découverte qu'il a fait en analysant les derniers clichés du rover Mars Curiosity. Donc, on voit très nettement sur un de ces clichés un espèce d'objet noir qui se détache nettement du reste comment, de- du sol de Mars. Donc, selon lui, ce serait l'épave d'un vaisseau extraterrestre. Alors, c'est toujours pareil avec ce genre de clichés et d'informations. Est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est pas un fake? Bon, toujours est-il que, comme je te le disais en intro, hein, c'est pas la première fois que des chercheurs, en analysant ces photos de Mars, découvrent dans le paysage des objets incongrus avec des formes. Alors certains vont parler de pareidolie, bon, mais parfois il y a des artefacts qui ont quand même des formes très très étranges. Et donc bon, voilà, hein, on est toujours sur le sujet. Est-ce que il y aurait eu une vie sur Mars il y a très très longtemps? D'ailleurs, les dernières recherches sur cet astre étaient pour savoir s'il y avait la présence d'eau ou non sur Mars, s'il y avait eu ou s'il y avait encore la présence d'eau. Et bon, il n'y a pas besoin d'être vraiment calé en la matière pour rien qu'en regardant une image, une photo de Mars, hein, on voit très nettement au pôle de la planète, hein, au pôle nord et au pôle sud de Mars, une calotte glaciaire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien eu de l'eau. D'ailleurs, il y a beaucoup de clichés qui nous font voir aussi des vestiges de lits de rivière, de canyons, etc. Donc, apparemment, il y avait de l'eau sur Mars il y a très longtemps, hein, parce que Mars était une planète tellurique comme la Terre, et donc aurait pu abriter la vie. À partir du moment où il y a de l'eau, il y a la vie, selon moi. Et donc, pourquoi pas une civilisation se serait développée sur cette planète il y a des milliers d'années, et puis cette planète aurait perdu son champ magnétique, hein, du fait que ce soit une planète tellurique comme la Terre, mais elle aurait apparemment perdu son champ magnétique. Et donc la vie serait devenue non possible sur cette planète. Alors moi, c'est toujours ce que je m'étais imaginé dans mon petit esprit de curieux. Est-ce que nous ne serions pas originaires de Mars, mon cher Antoine, hein, comme le célèbre livre Les hommes viennent de Mars? C'est ça, et les femmes de Vénus, pourquoi pas? Alors tu sais qu'on en a parlé de Mars avec Peter Knight hein, dans Génération Cité d'Or. Mhm. D'ailleurs, dans le dernier numéro, le numéro 7, il y consacre aussi un article. Mais ta structure me faisait penser à un autre article qu'il avait fait, cette fois-ci c'était dans le numéro 6 de Génération Cité d'Or, où il a fait un article sur la Lune, et il nous présentait une photo là aussi de la NASA. C'est ça qui est bizarre, hein. C'est toujours la NASA finalement qui nous apporte les preuves de ce qu'ils veulent cacher, qui était quand même extrêmement bizarre. Je ne sais pas si vous la voyez bien, ça se passe ici. Là c'est une structure dans un cratère. On voit vraiment des barres, il y a deux barres verticales et puis 5 points qui entourent ces barres. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement cette photo, comme il y avait les coordonnées Google, moi j'ai pu la retrouver, j'ai été sur Google Moon, et finalement c'est pas la photo de la NASA que j'avais mis dans le magazine, mais la photo de Google Moon, comme quoi on peut aussi retrouver, voilà, aller vérifier par nous-mêmes. Donc c'est quand même super étrange, toutes ces structures
Alors l'appareil Dolly, oui, pourquoi pas, sûrement dans beaucoup de cas, mais il y a vraiment des cas qui s'expliquent pas du tout. Et puis bon, on avait cité le magazine Top Secret la semaine dernière. Là encore, il y avait eu plusieurs numéros, plusieurs articles avec voilà, c'était un notamment Américain, je crois, très intéressant avec Jean-Marc Roder aussi. Ils avaient fait toute une émission là-dessus sur Mars et toutes les anomalies qui avaient été rencontrées par les rovers Curiosity, Mars Explorer, etc. Et c'est vrai qu'il y a de quoi se poser de grosses questions. Donc voilà, je pense qu'on continuera à en découvrir au fil des ans encore, des nouveautés, de nouvelles anomalies martiennes ou lunaires. Ils continuent à appeler ça des anomalies. Mais je pense que chacun d'entre nous avons déjà notre propre opinion sur le sujet. Alors, concernant d'ailleurs l'exploration spatiale, tu sais que finalement la meilleure façon d'explorer l'espace, pour le moment, c'est d'y envoyer des robots, parce que les distances sont encore trop longues, et donc il vaut mieux faire ça avec des androïdes, on va dire. Et donc, bien forcément, ils font des recherches sur Terre. On entend de plus en plus souvent parler de robots. Alors, au Japon, ils ont des robots qui ressemblent vraiment à des hommes, et qui sont des hôtesses d'accueil dans des grands hôtels, etc. Aux États-Unis, mais eux, ils font plutôt des robots qui vont servir à l'armée. Donc je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ces robots chiens. J'avais partagé l'image. Donc ces robots chiens, bon, fort sympathiques, hein, ils fonctionnent comme des chiens. Ils peuvent même monter la garde autour de structures. Tu vois, là, on les voit bouger tranquillement à quatre pattes. Bon, on voit pas leur tête, mais ils sont très, très efficaces. Ils se sont dit, maintenant que ça marche bien, qu'on peut les utiliser pour faire des tours de garde autour de bâtiments un peu critiques. Pourquoi pas leur mettre des gros fusils dessus, hein. Pourquoi pas. Voilà. Donc là, le robot qu'on est en train de voir en ce moment, c'est la société Boston Dynamics qui l'avait créé. Mais là, c'est une nouvelle société qui s'appelle Ghost Robotics et qui a créé un robot chien qui s'appelle Spur. C'est le Special Purpose Unnamed Rifle. Voilà. Et puis, donc, a été développé en collaboration avec Sword International, qui est une société d'armement, tout simplement. Donc, figure-toi que ce fameux Spur, ils ont installé un beau canon, tout simplement, qui utilise des cartouches de 7,62 par 51 mm. Donc c'est des munitions de guerre. Hein, ça fait déjà des beaux trous, quoi. C'est ça. Et qui sont capables de faire mouche à 1200 mètres. Voilà. Bon, faut pas s'en inquiéter. Hein. C'est dans l'ordre des choses. On va faire des robots pour se protéger, et puis après on va leur mettre des armes, et puis après on va arriver tout simplement dans Terminator. C'est ce que j'allais te dire, Antoine, c'est un petit côté Terminator, l'histoire. Voir Robocop, je sais pas si tu te rappelles dans le film Robocop, lorsqu'il présente l'espèce de... Avec Stallone. Ouais, non, Robocop... C'est pas avec Stallone. Ah non, c'était pas avec Stallone, Robocop. Non, c'était, je sais plus, l'acteur qui joue le rôle, qui est pas trop connu, il a pas fait trop de films. Non, c'est pas Stallone. Et lorsqu'à un moment dans le film, il présente un espèce de robot bipède, là, et le machin, il déraille pendant la réunion, il canarde tout le monde. Enfin, c'est un gros fiasco. Tu te dis, j'espère que leur robot équipé, enfin leur chien équipé de ce fusil là, il va pas dérailler à un moment et puis tirer sur leur maître. T'as raison, c'était Peter Wheeler dans Robocop. C'est ça, Peter Wheeler. C'était pas Stallone. Ouais. Alors quand même, on a un scientifique qui s'est un peu offusqué de cela. Hein. Il dit que cela traverse une ligne morale, juridique et technique, nous emmenant dans un monde sombre et dangereux. De telles armes seront utilisées par des terroristes et autres états voyous. Ce seront des armes de terreur, j'espère seulement que cela ajoutera de l'urgence aux discussions en cours à l'ONU pour réglementer cet espace. C'est Toby Walsh qui déclare ça. Mais moi, ce qui m'interpelle encore dans cette déclaration un peu alarmiste, c'est que ils mettent
toujours cette utilisation du côté obscur. Ça va être des terroristes qui vont utiliser ça va être des tontons flingueurs, mais jamais les gouvernements n'utiliseront ce genre de méthode pour faire de la répression de foule, par exemple. Parce que bon, ils peuvent mettre des canons en haut aussi sur ce genre de bestioles. Et puis après, quand il y aura des couvre-feux, tu auras des robots comme ça, chiens, qui iront dans les rues. C'est ça, pour vérifier que tout le monde est bien rentré chez soi. C'est l'inverse. Avant, c'était l'homme qui était maître sur le chien. Maintenant, c'est les chiens robots qui vont être maîtres sur l'homme. Ouais. Honnêtement, je me demande vraiment ce qu'on propose comme avenir à nos gamins. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on y va droit dans le mur. Malheureusement. Ouais. Et puis c'est pas tout, parce que là on parlait de robots, mais on va passer maintenant dans le virtuel, dans le multiverse, avec la nouvelle annonce de Facebook. Et oui, de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook qui compte, la bonne nouvelle, c'est qu'il compte embaucher 10 000 personnes en Europe pour ce projet. Donc il compte, vous avez certainement entendu parler du métaverse. Oui, métaverse, pas multiverse. Ouais. Donc en fait, le projet, c'est de créer un univers virtuel, dans lequel l'utilisateur va s'intégrer dans un avatar pour vivre une expérience pourquoi pas faire des achats en ligne, etc. Enfin, créer vraiment un univers virtuel comme les jeux vidéo. Alors bon, ce concept de réalité virtuelle a été souvent abordé dans plusieurs films. On pense tous à Matrix, par exemple. Il y a aussi le film Ready Player One, où vraiment le monde, on est dans le futur, le monde est en ruine, et puis la seule activité que les personnes ont pour s'évader un petit peu de ce monde désolé, c'est d'aller dans un monde virtuel, justement, et de vivre une expérience. Voilà, il y a aussi le film Valériane, je sais pas si tu te rappelles, de Luc Besson, où justement ils arrivent sur cette planète et ils s'intègrent cette espèce de supermarché virtuel dans lequel ils peuvent acheter, faire des achats, c'est tout ce qu'ils veulent. Le film catastrophique de Luc Besson. Malheureusement, parce que moi je trouve que c'était pas un mauvais film, mais c'est vrai. Ouais, mais la bande dessinée, quand tu connais vraiment la bande dessinée de Mézières et Christin, avec ce héros Valériane et Laureline, on est à 100 000 lieues du film de Besson. Mais bon, passons. Mais justement, on faisait référence au Top Secret la semaine dernière, numéro 93, dans lequel je te précisais que j'avais écrit un article. Et justement, cet article, je parlais de ça justement. J'avais appelé cette réflexion la grande simulation informatique. Et si nous vivions actuellement dans une simulation informatique, mais je dirais quantique, extrêmement bien faite, où pour faire une partie qui durerait une vie, on t'occulte la mémoire pour vraiment vivre à 100% toute l'expérience entre guillemets de ce jeu vidéo, quoi. Donc voilà, petit clin d'œil à mon article que nous avions évoqué la semaine dernière par rapport à ce métaverse. Voilà. Il y avait aussi un très bon épisode de Doctor Who. Alors je ne sais plus exactement lequel, je le mettrai en référence quand je le retrouverai, où justement il y avait cet épisode où Doctor Who s'aperçoit qu'il est dans une réalité virtuelle et que pour s'en sortir, il faut mourir. Voilà, c'était très, très impressionnant cet épisode. Ouais, mais c'est assez, c'est très intéressant d'essayer de penser à ça. Parce que moi j'ai écrit cet article, mais je suis pas le premier à évoquer ce fait que nous serions peut-être dans une espèce de matrice de jeux vidéo quantique gigantesque sans s'en apercevoir, quoi. Et ce qui expliquerait beaucoup de choses. Nous en avions déjà parlé ensemble, Antoine. Voilà. Et lorsque on quitte la partie, comme les personnes qui ont fait des NDE, des EMI, on quitte le jeu et on revient à la maison, entre guillemets, quoi. Un petit quiz, est-ce que tu sais qui a inventé ce concept de métaverse? C'est un auteur américain qui l'a sorti dans un roman en 1992. Alors j'ai vu, parce que quand je me suis renseigné sur le métaverse, j'ai vu passer le truc, mais alors
J'ai un petit trou de mémoire. C'est Neil Stephenson qui a fait Snow Crash donc en américain, lamentablement traduit par Le Samouraï virtuel en français. Voilà, en tout cas c'est lui à une époque où, 92, Internet, ça n'existait que dans les universités, donc c'était pas du tout ce qu'on avait là. Il avait déjà imaginé tout ce système de concept, quoi. Tout le concept, voilà, avec un hacker qui utilisait ce métaverse pour pouvoir l'aider à mener ses enquêtes comme une immense base de données. Donc, bon, voilà, rien de nouveau. Hein, Sauf que là, on approche de plus en plus par rapport à la technologie qui évolue, comment justement à imaginer un concept de réalité virtuelle dans lequel on pourrait s'intégrer sans même s'en apercevoir. Tellement tout serait bien fait, parce que imaginons, même avec des combinaisons sensorielles, vous auriez tout, l'odorat, la vue, le toucher, et imaginez avant de faire de s'intégrer dans cette partie de jeu virtuel. En plus, on vous efface la mémoire un petit peu, pour vraiment que vous ayez pleinement cette expérience de la vivre à 100%, quoi. De pouvoir vous rendre compte que vous êtes intégré dans un jeu virtuel. Bon, on y va vraiment complètement là aussi. Hein. Il y a tellement de films qui en parlent. Oui. Et on sait que à un moment donné, ce que l'homme imagine, il arrive à le mettre en place. Et c'est hallucinant quand vraiment on regarde l'avancée technologique qu'il y a eu sur les 40 dernières années, même les 30 dernières années, mais c'est... on se demande d'ici 20, 30, 50 ans, voilà, on y sera peut-être. C'est ça. En tout cas, j'espère que mais quand on y sera, on en reviendra, hein, qu'on ne laissera pas nos âmes errer dans ce métaverse. Parce que sinon, on serait des Ghost in the Shell, pour faire une petite référence à un manga japonais. Et en parlant de Ghost, est-ce que tu sais de quand date la plus ancienne référence parlant de fantômes? Oula, alors là, pose une colle, Antoine. Alors, je vais te laisser réfléchir un petit peu, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu crois aux fantômes, Jérôme? Ah ben bien sûr. bien sûr, Antoine. Donc, selon toi, du coup, depuis quand est-ce qu'on parle de fantômes, soit dans la littérature, soit dans l'histoire? Franchement, je pense que les fantômes ont toujours été, en fait. Les fantômes, selon moi, hein, c'est tout à fait le thème du film Ghost. Je sais pas si tu te rappelles, avec Patrick Swayze. Et justement, hein, si on en revient au métaverse, hein, à un moment, tu quittes la partie, mais la porte s'est un petit peu refermée trop tôt et tu restes bloqué entre les deux mondes. Et tu restes bloqué entre retour à la maison et ce métaverse, hein, on parle de ça ce soir. Et alors les personnes qui sont encore dans le jeu ne te voient pas, mais parfois tu peux peut-être interagir quand même par je ne sais quel moyen. Et puis c'est comme dans le film Ghost, comme je le disais, hein, il y a des fois peut-être qu'ils ont avec certaines conditions requises, la possibilité de se faire voir par les vivants, hein, entre guillemets. Et puis les apparitions fantomatiques, pour moi, ça a toujours été depuis que l'homme depuis ce concept âme avatar, on va dire. Bien, c'est tout à fait ça, ça a toujours existé. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que plus on remonte dans le passé et plus on peut se dédouaner de quelconque supercherie. En tout cas, il n'y avait pas ce système de buzz chez les Babyloniens. Et donc, tu vois, ils ont retrouvé au British Museum une tablette qui était là depuis assez longtemps. Et simplement, ils n'avaient pas forcément remarqué les personnages que tu peux voir ici sur la tablette. On voit ce personnage, alors donc ça a été redessiné, hein, parce que on ne peut le voir que, c'est ça, on ne peut le voir qu'en vraiment en étant à fleur de tablette comme ça. Donc on voit que cet homme-là est attaché, devant il y a une espèce de femme, on dirait. Eh bien, figure-toi que cette tablette-là serait la première représentation de fantômes de l'histoire, donc qui daterait de moins 3500 ans, donc c'est-à-dire de plus de 5500 ans par rapport à aujourd'hui.
Et elle était dans un lot de tablettes qui donnait la solution pour faire disparaître un fantôme qui serait trop entreprenant et qui voudrait ne pas quitter l'élu de son cœur malgré le fait qu'il ait passé l'arme à gauche. Et voici la méthode qui est décrite sur ces tablettes pour pouvoir donc conjurer ce fantôme. Je vais vous la lire. Donc déjà, il vous faut fabriquer 2 figurines, celle d'un homme et celle d'une femme, avant de les équiper, de les habiller avec très grand soin. Donc il faut habiller l'homme avec ses vêtements de tous les jours et lui donner des provisions de voyage. Donc en général, ce fantôme-là, il savait qui il était, et donc il faut remodeler ses habits de tous les jours pour pouvoir l'habiller avec. Vous revêtez la femme de 4 tissus rouges et d'un vêtement pourpre. Vous lui donnez une broche d'or, vous lui installez un lit, une chaise, un tapis et des serviettes pour reconstituer un petit peu l'environnement, l'habitacle de la dame. Vous lui donnez un peigne et un flacon. Et au lever du soleil, orienté vers le soleil, vous procédez aux arrangements rituels et installez 2 récipients de bière en cornaline. Vous mettez en place un récipient spécial et déposez un encensoir de genévrier contenant des branches de genévrier. Vous tirez le rideau comme celui du devin. Alors ça, je ne sais pas ce que ça signifie comme expression. Vous placez les figurines avec leur équipement et prononcez le nom de Shamash. Alors Shamash, visiblement, ce serait le dieu du soleil et juge des enfers la nuit chez les Babyloniens. Voilà. Et par contre, le texte s'achève sur cette mise en garde. Surtout, ne vous retournez pas. Donc quand vous faites ce rituel, hop, vous les déposez, et puis vous tracez tout droit, vous ne retournez pas pour voir ce qui se passe. Donc moi ce que je trouve intéressant là-dedans, en dehors du côté un peu cocasse de cette histoire, c'est que au final, ces Babyloniens, ils avaient les mêmes problématiques que certains d'entre nous aujourd'hui, et pour qu'ils le mettent comme ça, cette méthode sur ces pierres cunéiformes, c'est que ça devait les préoccuper et ça devait être relativement fréquent que des âmes errantes viennent embêter des dames. Je sais pas ce que tu en penses. Ah bah oui, pour s'embêter à écrire cette recette, bon, c'est que ils avaient trouvé ce moyen pour se débarrasser de ces âmes errantes et bon, c'est tout à fait crédible, quoi. Nous, on fait bien appel parfois à des exorcistes ou on utilise d'autres rituels. Bon, c'est un petit peu désuet, je dirais, au XXIe siècle de parler de ça, mais bon, ça existe toujours, hein, des personnes qui sont embêtées avec des âmes chez elles, voilà, ou de défunts qui ne veulent pas quitter. Alors, je parlais justement de cette porte comme dans Ghost, hein, qui s'ouvre. Parfois, c'est pas qu'elle se referme trop tôt, c'est qu'en fait, les défunts ne comprennent pas forcément qu'ils sont morts, et ils sont tellement attachés à leur bien matériel ou à une personne qu'ils ne veulent pas quitter ce monde, en fait. Et donc, ils restent coincés là entre ces deux mondes, et bon, parfois, ça leur arrive de pouvoir interagir, et parfois bien, mais parfois peut-être mal, et justement, ça peut créer des soucis dans certains foyers. Et bon, bah voilà, les Babyloniens, eux, avaient leur recette apparemment. Ça devait fonctionner, hein, s'ils l'avaient noté. C'est ça, c'est que ça devait fonctionner. Et c'est vraiment bizarre, finalement, la science ne s'est jamais intéressée à ces sujets de fantômes et de spectres. Et finalement, c'est toujours tourné plus à la sauce horrifique qu'à la sauce... comment dire, trouver l'origine de tout ça, parce que s'il y a âme errante qui ne traverse pas, qui ne vont pas de l'autre côté, c'est que donc il y a âme, s'il y a âme, c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière, ça soulève, en dehors du côté voilà, horrifique, ça soulève quand même beaucoup de questions, et des cas, il y en a, voilà, il y en a eu dans toute l'histoire, il y en a de nos jours, mais comme ce ne sont pas des choses reproductibles... C'est ça. Non scientifique, non reproductible, non mesurable. Et comme tu le dis, ça soulève tellement de sujets derrière tout ça, la vie après la mort, après on peut mettre là-dedans la religion, etc., etc., etc. Et les scientifiques ne veulent pas s'intéresser à ça, ce qui est bien dommage. Alors non mesurable ou pas, hein, tu sais qu'il y a des espèces de petits appareils qui existent, que les Ghostbusters utilisent avec des espèces de bonhommes bâtons.
C'est très impressionnant, hein. J'en ai vu 2-3 vidéos où ils sont dans un lieu hanté, avec leur écran comme ça et leur outil qui, finalement, c'est une espèce de spectromètre qui rebondit et qui, ouais, c'est ça, qui mesure les anomalies magnétiques. Électromagnétiques, c'est ça. Électromagnétiques, et puis qui crée du coup une espèce de petit bonhomme bâton. Et quand vous voyez ça, c'est très très impressionnant. Bon, ben voilà, en tout cas, on aura fait un petit tour d'horizon de Mars à Babylone, assez sympathique ce soir. J'espère que ben voilà, ça vous a plu. Nous, on est content de continuer à partager cette émission avec Jérôme toutes les semaines. Et puis, ben, on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Ah si, un dernier petit truc, parce que vous êtes de plus en plus nombreux aussi à participer dans les commentaires, et puis à nous récupérer quand on dit 2-3 bêtises. Effectivement, l'Australie n'a pas été découverte, je crois que j'avais dit 1813 la semaine dernière, ce sont les terres australes, celles qui sont en dessous de l'Australie, et c'était en 1819 ou 1820, voilà, j'ai même pas noté, voilà, j'aurais dû, excusez-moi. En tout cas, n'hésitez pas à nous reprendre, parce qu'on on fait de discussions de comptoir finalement. C'est ça. On peut faire des petites boulettes. Et on peut faire des petites boulettes en fonction de nos souvenirs. Voilà. En tout cas, on est très heureux d'être là encore ce soir, et puis eh bien, on vous souhaite un très bon week-end, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut à tous.